Je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie d'être venus. Je crois que l'heure, en effet, est arrivée de nous préoccuper un peu de loi, puisque nous avons été confrontés à un certain comportement du ministère de l'Éducation nationale et qu'il me paraît important aujourd'hui de voir si les représailles, parce que je crois qu'on peut bien employer ce mot-là, si les représailles dont vous avez été victimes, vous, les familles en particulier des quartiers populaires, sont la réponse que le ministère aurait dû vous adresser. Bien évidemment, vous imaginez que ma réponse est non, mais j'ai voulu, pour y répondre, ne pas être seule, et je me suis entourée de deux personnes extrêmement courageuses, et je veux qu'on les applaudisse parce que dans la période de destruction des hommes, ce sont deux hommes. On commence toujours par la droite, à ma droite, M. Yann Carrière, psychologue, éminent spécialiste de la théorie du genre, comme nous l'appelons nous rapidement, de l'idéologie du genre, ou des études de genre. Il va nous en parler, je vous demande d'être très attentifs, parce que c'est quelqu'un qui connaît soigneusement le sujet. Il fera tout pour être rigoureux sur la question, et vous apprendrez énormément à l'écouter attentivement. Il prendra la parole le premier. À ma gauche, monsieur Georges Souchon, avocat, qui a eu l'extrême générosité et le courage aussi de venir m'accompagner dans cette séance d'aujourd'hui et qui va pouvoir, après un petit topo introductif, répondre à toutes les questions qui se posent à vous et qui vous ont probablement angoissé ces dernières semaines face à l'action de journée de retrait de l'école pour l'interdiction de la théorie du genre dans tous les établissements scolaires, qu'ils soient publics ou privés sous contrat. Avant de donner la parole à ces deux hommes, je voudrais vous dire quelque chose. Je voudrais vous dire des choses simples. Ce que nous avons fait dans le cadre des JRE est parfaitement légal. En conséquence, il est évident que ce qui est légal est non violent et qu'on ne peut pas vous reprocher d'avoir participé à une action radicale. Je crois bien au contraire que ce qui a été violent et radical, ça a été la réponse de l'institution scolaire sur laquelle nous allons discuter, débattre et apprendre aujourd'hui les choses que nous devons connaître pour continuer à avancer sur ce chemin où nous sommes déterminés pour sauver les enfants. Car une fois de plus, je le répète, si nous les parents, le père, la mère, le père associé à la mère attachée au père, ne parvenons pas à gagner, nous allons sacrifier nos enfants et nous serons les premiers à être extrêmement blessés de cette situation qui est en train de se préparer et qui, sans les JRE, sans les catholiques avant les JRE, qui dans le cadre notamment de la manif pour tous, nous ont permis de connaître les plans, je ose encore le dire, diaboliques du gouvernement, nous ne serions pas là aujourd'hui, pères et mères réunis, pour essayer de défendre ces innocents que la nature ou Dieu, selon qu'on voit les choses, nous ont confiés pour les faire devenir des hommes et des femmes de l'humanité. Donc je disais que les JRE est une action légale. Et si elle est légale, cette action, personne ne peut vous reprocher d'y participer. Non seulement on ne peut pas vous reprocher d'y participer, mais on ne peut pas aussi vous faire payer d'y avoir participé. Et c'est à vous de savoir défendre votre droit d'y avoir participé, parce que la cause qui vous a mobilisé, c'est celle de vos enfants, et c'est celle de tous les enfants de France. Et comme je le dis encore souvent, et je le répéterai inlassablement, ce sont tous les enfants du monde aujourd'hui qui sont tendus vers nous en France et qui attendent des parents de France qu'on les sauve tous, car nous avons cette responsabilité historique et cette responsabilité magnifique. Si nous sommes aujourd'hui en France dans cette situation, sachez que ce n'est pas le fruit du hasard. Et je ne dirai pas de quoi c'est le fruit pour ne pas heurter certaines âmes agnostiques ou athées, mais qu'on me donne quand même l'autorisation de parler de la divine providence qui fait que nous sommes là, de différentes religions, de différentes classes sociales,
de différentes provenances philosophiques, nous sommes là unis pour sauver les enfants de France. Et ayant sauvé les enfants de France, nous allons sauver, et je pèse mes mots, nous allons sauver les enfants du monde entier. Comprenez-vous ce qui pèse sur nos épaules? C'est une grâce. Car là où la France se retrouve dans une abondance de péché, vous avez la surabondance de la grâce sur nous qui va nous permettre en effet, unis, je le répète, quelles que soient nos religions, quelles que soient nos philosophies, d'être ensemble pour sauver des innocents. Dans les traditions, ces enfants sont représentés comme des anges. Et nous avons entre nos mains, et nous avons dans nos âmes la responsabilité de les porter au nu et de les sauver de toutes les tentatives du diable ou des hommes mal guidés qui veulent en faire des victimes de la perversité. Nous ne laisserons pas faire parce que nous sommes encore debout ici, en France. Je ne vais pas être plus longue, je suis impatiente moi-même d'écouter le docteur Yann Carrière avant de donner la parole à maître Georges Souchon. Merci Farida. Donc j'ai fait la connaissance de Farida mercredi et elle m'a invité à venir aujourd'hui. J'ai eu 2-3 jours pour me retourner et essayer de préparer quelque chose qui corresponde à ce qu'elle m'a dit de vos attentes. Alors, je vais essayer d'être clair et bref. Je ne sais pas si j'y arriverai. Le sujet est difficile et ça vaut le coup de s'accrocher un petit peu, ne serait-ce que pour pouvoir mieux lutter contre le genre. Parce que nos adversaires ne nous rateront pas si on fait des erreurs. Ça veut dire qu'il faut être soit assez rigoureux dans le sens. Alors je vais essayer de procéder, il y aura 3 grands points. Le thème général, c'est peut-être le plus important à retenir. Le genre, c'est un mal dissimulé sous un bien. Alors un mal, M-A-L bien sûr, sans accent. Ça veut dire quoi, un mal dissimulé sous un bien? Ça veut dire qu'on a retourné la logique normale. La logique normale, c'est d'essayer de faire le bien. Et là, on prétend faire le bien, et en réalité, on fait le mal. Alors il y a un vieux mot français pour dire ça, et c'est un mot très difficile à manier, mais je vais quand même l'employer, parce qu'il faut faire cet effort. Et je ne suis pas le seul psy à l'avoir employé, c'est le mot pervers. Pervers, en latin, c'est retourner, et per, complètement. C'est complètement retourner la logique normale. Il y a un psy bien connu qui l'a employé avant moi, c'est Boris Cyrulnik, quand on lui demandait « Mais pourquoi vous vous intéressez pas aux gens ?» Il dit « Mais les gens qui nient la différence des sexes, c'est des pervers, ça m'intéresse pas. » Alors moi je fais un petit peu un pas en arrière, je suis plus prudent, je ne vais pas parler de gens pervers, mais on va parler de mécanismes pervers, parce que ce sont bien ce qu'il faut connaître, et je parlerai quasiment d'un seul mécanisme pervers ici, c'est la logique malsaine qui se met en place dans une idéologie, et j'en dirai quelques mots tout à l'heure. Ce qui se cache derrière le bien, c'est parfois le mal. Alors on peut comprendre pourquoi. Pourquoi ça? Parce que si il est évident qu'on fait le mal, les autres vont bientôt nous arrêter. Il n'y a qu'à regarder dans l'histoire, si on affirme brutalement qu'on va exterminer tout le monde, rapidement tout le monde vous fait la guerre. Et en revanche, si vous prétendez faire le bien, vous allez pouvoir être néfaste beaucoup plus longtemps. Et on l'a bien vu au XXe siècle. Et de ce point de vue-là, aussi bien certains psychologues qui étudient le mal que les grandes traditions, en tout cas notamment la chrétienne, disent que derrière le mensonge, c'est le signe que le mal est là. Alors, comment ça se manifeste cette dissimulation? Ce que vous vivez actuellement, et ce pourquoi parfois on m'invite à parler depuis 1 an environ, c'est qu'il y a une grande confusion. On ne sait pas s'y retrouver. Il y a des gens qui ont l'air d'être très gentils et de dire que le genre, c'est juste de vivre mieux, de tolérer tous ceux qui sont différents, qui ne sont pas dans la norme, qui sont dans les minorités. Et puis à part ça, on voit des textes alarmants, des choses alarmantes, des expériences alarmantes qui sont extrémistes, et on se dit, mais où est la vérité dans tout ça? Alors ce mélange de mensonges, de confusion, on va essayer de le dépatouiller ensemble. Moi, je connais des gens qui sont militants du genre et qui font des choses très soft et très gentilles. Seulement, quand je leur demande, quand je parle avec eux, je m'aperçois qu'ils ignorent 2 choses. Premièrement, ils ignorent l'idéologie elle-même. Ils pensent que Butler est un auteur isolé et extrémiste qui compte pas beaucoup. C'est faux. Tous les auteurs de cette idéologie sont extrémistes. Et ils ne sont pas désavoués par personne. Au contraire, on parlera de l'article du Nouvel Obs de décembre 2013 tout à l'heure où on interviewe Butler. Et deuxièmement, ces gens-là ignorent, plus grave, les textes politiques. Que ce texte politique soit du niveau de l'ONU, du niveau de l'Europe ou du niveau national. Ils ne sont pas conscients que les initiatives gouvernementales sont influencées non pas par les gens soft du genre,
mais par les plus radicaux, les plus extrémistes du genre. Okay. Et là, ça donne une ampleur de la menace qui plane sur nos sociétés et nos enfants. Plusieurs choses à savoir donc sur cette confusion. D'abord, cette confusion, c'était bien le but des idéologues du genre. Le titre du livre de Butler est clair, « Trouble dans le genre ». Son but, c'est de semer le trouble. Et elle a parfaitement réussi. Okay. Alors, donc, non seulement c'était son but, mais c'est aussi la méthode. C'est-à-dire que le genre fait partie de ces courants dits postmodernes. Pourquoi on dit postmoderne? Parce qu'ils combattent et ils nient, même si c'est totalement incohérent et ça scie la branche normalement sur laquelle ils sont assis, toute la valeur civilisationnelle de la rigueur intellectuelle, de l'objectif logique. L'un d'entre vous tout à l'heure me disait mais c'est pas logique ce qui se passe, et je lui ai répondu c'est normal, c'est bien dans leur logique de ne pas être logique. Je vais vous citer une chose. Le postmoderne, c'est quelque chose qui peut, si vous essayez d'argumenter avec eux, c'est pour ça que le mot pervers est important. Vous allez être paumé et ils vont vous dire, par exemple, mais vous savez, la rigueur et la logique, c'est une invention de l'homme hétérosexuel blanc du XVIIIe siècle. Sous-entendu, moi, j'en ai rien à faire. Et puis, du moment que je défends les femmes, les homosexuels ou les gens d'autres ethnies, etc., j'ai le droit, sous-entendu, de raconter n'importe quoi. Et ça, je l'ai entendu, y compris à l'université. Voilà. Donc, c'est dans le but, c'est dans la méthode, et je vais donner un exemple tout de suite d'une chose qui... bon, je donnerai le mot technique après. Je vais citer Butler, interviewé par le Nouvel Observateur dans un numéro de décembre 2013, et on lui pose la question qu'on doit lui poser souvent, mais alors, vous dites que les différences sexuelles n'existent pas biologiquement. Voilà ce que répond Butler. Elle dit, c'est vrai, le sexe biologique existe. N'est pas toujours assez clair, mais là, il le dit. Cependant, sa définition nécessite un langage et un cadre de pensée, autant de choses qui, par principe, peuvent être contestées et qui le sont. Qu'est-ce que ça veut dire? Traduction. Oui, les différences biologiques existent, mais si vous en parlez, je vais vous démolir. Eh oui, ça peut être contesté et ça l'est. Votre cadre de pensée est contestable et il va être contesté. Les mots que vous employez, ils sont contestables, ils vont être contestés. Et vous n'aurez plus qu'à vous taire. Voilà. Et pour moi, c'est ça le plus grand danger de l'idéologie du genre. C'est une idéologie totalitaire, fascisante, même on verra tout à l'heure pourquoi, parce qu'elle va aussi du côté de la haine, mais c'est une idéologie qui détruit la pensée. Et on verra concernant l'école, même qui fait de la déséducation. Et c'est ça le plus grand danger, parce que quels que soient les problèmes dans le monde, à partir du moment où on aura réussi à paralyser votre pensée, on sera bien embêté. Aujourd'hui, on sait bien qu'il y a le politiquement correct qui paralyse la pensée sur tel et tel domaine, mais ce sont des domaines, on n'est pas forcé d'y penser tous les jours. En revanche, la différence homme-femme, tous les jours on y est confronté. Et si la pensée est paralysée là-dessus, alors bonjour la mise en esclavage de l'humanité. Ok? Alors, ça repose, et d'ailleurs c'est ce qui se passe dans la lutte contre les stéréotypes. Soyons clairs tout de suite. Lutter contre les stéréotypes, c'est la théorie du genre. C'est exactement ce que dit Butler. Elle dit, bon, peut-être que la biologie existe, mais si vous osez en parler, et ça va forcément être à travers des stéréotypes, puisque c'est des trucs très généraux, qui reposent sur des statistiques, etc., on va vous dire, non, 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 votre langage, là, c'est juste un truc de pouvoir, un truc de pouvoir entre les hommes et les femmes qu'on appelle l'hétérosexualité qu'il faut détruire. Et vous serez bien embarrassé, vous ne pourrez plus penser. Okay. Alors, sa technique-là, je vous demande d'y faire un peu attention, parce que c'est un professeur de rhétorique, hein, je dis Butler. Non, c'est clair, hein, rhétorique. C'est-à-dire comment, Farida dirait faire de l'enfumage, c'est un peu caricatural, mais c'est souvent ça. Regardez son procédé. Et ce procédé correspond à un nom très précis en psychologie que je vous demande de retenir, qui est le déni. Le déni, c'est faire comme si une partie de la réalité n'existe pas. Donc regardez comment elle fait. Elle dit, les différences biologiques existent, mais on n'a pas le droit d'en parler, parce que si on en parle, on dit des bêtises, donc il faut se taire. Résultat, on va être obligé, si on n'a pas le droit d'en parler, de faire comme si, enfin, on a le droit d'en parler, mais uniquement dans son sens, hein, bien sûr, on est le plus grand dans son sens. Donc, on va être obligé de faire comme si ça n'existe pas. Alors, c'est plus subtil que le mensonge, et c'est pour ça que les gens sont paumés. Et dans ses livres, elle fait ça à longueur de page. Elle imagine, par exemple, que le genre et les constructions sociales vont déterminer le sexe. Et puis, elle passe du conditionnel comme si à l'indicatif. Et vous savez jamais où vous êtes. C'est une méditation
idéation un peu narcissique, un onanisme narcissique. Madame Montfort, l'autre jour, mercredi, a bien dit en vidéo qu'on est en plein narcissisme. C'est une défense narcissique, le déni, effectivement. Alors, je vais donner tout de suite un exemple pour montrer que même si ça apparaît anodin au départ, les conséquences peuvent être dramatiques. Et cet exemple, il est pris d'une autre auteure de la théorie du genre, qui s'appelle Monique Wittig, et qui a un jour conclu un exposé en disant « Les lesbiennes ne sont pas des femmes ». Alors pourquoi cette formule a eu un grand succès? Alors on voit très bien là la fonction de protection psychologique, de protection du narcissisme, de l'amour de soi, que remplit le déni. Les lesbiennes ne sont pas des femmes, vous voyez, ça ne va pas jusqu'à nier complètement l'inexistence homme-femme, l'existence homme-femme, mais on va faire comme si, ça ne nous concerne pas. Homme-femme, ça ne concerne pas les lesbiennes. Pourquoi c'est confortable? Parce que ça veut dire que j'ai plus de questions à me poser. Imaginons que je sois une lesbienne, je suis une femme qui aime les femmes, bon, pourquoi pas, mais en même temps ça pose question. Alors un moyen d'avoir l'esprit complètement tranquille, c'est de dire, ben, les lesbiennes ne sont pas des femmes, donc j'ai aucune question à me poser, on ne peut rien me dire, puisque... Ok. Le problème, c'est que cette défense est extrêmement efficace, elle est extrêmement économique pour la personne qui l'accepte, qui l'adopte, pardon. Le problème, c'est qu'elle va faire, en faisant ça, elle va faire supporter le coût. Au lieu d'avoir à réfléchir elle va torturer l'esprit des autres, parce qu'il va falloir qu'elle impose ça aux autres. Pourquoi? Parce que si elle sort dans la rue et qu'elle croise un homme hétérosexuel qui porte un regard de désir sur elle, paf, sa défense s'effondre. Elle ne peut plus croire que les lesbiennes ne sont pas des femmes parce que quelqu'un d'autre lui renvoie que les lesbiennes sont des femmes. Et alors là, si elle ne se remet pas en cause, elle va commencer à agresser le monde. Ce qui explique la deuxième citation que je veux faire de l'article de Judith Butler, que cette idéologie débouche sur la haine. L'ennemi désigné, dans l'article du Nouvel Observateur, c'est le mâle blanc hétéro. Alors, je passe, il y a riche aussi, mais ça c'est du commercial, c'est pas vrai. C'est le mâle blanc hétéro en général, et même peut-être plutôt prolétaire. Mais vous verrez, vous voyez au passage qu'il a perdu sa dignité humaine. Hein. On est vraiment dans la destruction des personnes. C'est un mâle, c'est-à-dire un animal. C'est pas un être humain. Vous voyez jusqu'où va la haine. Ok. Destruction de la pensée et haine. Vous voyez la gravité de l'idéologie du genre. Alors maintenant, deuxième partie, on va parler un petit peu d'histoire, comment on en arrive à cette action à l'école. Deux courants vont se mêler, deux mouvements d'idées vont se mêler. Alors oui, juste peut-être un mot, les stéréotypes, hein. C'est bien de les mettre en perspective, mais donc il n'y a aucune raison de les détruire complètement. C'est ça le problème. Les stéréotypes, ils peuvent être de deux sortes, descriptifs ou prescriptifs. Les stéréotypes descriptifs, par exemple, les hommes ont plus de force dans les bras ou dans les muscles, etc. Ça n'est pas à être détruit. Ça, c'est détruire la pensée de la différence des sexes. Ce qu'il y a à attaquer, effectivement, c'est les stéréotypes prescriptifs, c'est-à-dire qui obligent les gens, qui coincent les gens. Du style, je sais pas, les femmes ne doivent pas travailler parce qu'elles doivent rester coincées à la maison, ou les hommes doivent se faire massacrer à la guerre, ou les obligations. Voilà. Mais on ne fait pas le tri dans la théorie du genre, on veut tout détruire, toute la pensée sur la différence de sexe. Voilà. Mais il y a quelque chose de bien dans le fait qu'ils vont s'attaquer aux stéréotypes prescriptifs. Et ils pourront, la défense de la députée socialiste mercredi, c'est exactement ça. Mais on veut, nous, que les femmes puissent travailler. Mais personne ne le conteste. Hein. Simplement, eux vont beaucoup plus loin dans la défense psychologique que j'ai décrite. Alors, comment on en arrive à agir sur les enfants? Il y a plusieurs étapes qui ont été franchies. Il y a très longtemps, le féminisme disait « nous voulons les mêmes droits pour les hommes et pour les femmes ». Et alors ça, je suis à 100% pour. Mais ça n'a pas duré longtemps. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on donne les mêmes droits aux hommes et aux femmes? Comme les hommes et les femmes sont différents, ils vont se répartir différemment dans la société, et ceux qui rêvaient d'une utopie à 50-50 partout, eh bien, ils vont être déçus, ils ne vont pas être contents. À ce moment-là, au lieu d'accepter la réalité de la différence, ils vont commencer à inventer des théories pour expliquer ça et pour aider les gouvernements, pour forcer les gouvernements à forcer le résultat de 50-50 partout. C'est-à-dire qu'on va passer de l'égalité de droits des personnes à des égalités de groupe et des égalités de résultats, qui sont deux perversions de l'égalité de droit. Okay. Et donc ça va se faire grâce à une théorie qui s'appelle le féminisme radical, et qui va essayer d'argumenter en disant que partout et toujours, les hommes oppriment les femmes. Et c'est comme ça qu'on va arriver à la rééducation des enfants. Quelques étapes. Alors, par exemple, on va dire que les hommes sont violents. En réalité, on va occulter complètement, dans les violences conjugales, la partie des femmes violentes et des hommes violentés. Donc là aussi, on est dans une sorte de déni de mensonge. On va dire qu'ils gagnent plus, c'est injuste. En fait, quand on regarde, les hommes gagnent plus, en général, ça s'explique parce qu'ils font les travaux les plus dangereux, ils sont le plus à l'extérieur, etc.
le bureau, c'est en américain, le ministère du Travail américain en 2010 a conclu qu'il fallait arrêter de tirer des conclusions des statistiques nationales sur ce sujet. Et en Angleterre, il y a une bagarre parce que les statisticiens écrivent au gouvernement en disant que c'est scandaleux l'usage du gouvernement sur le prétendu sexisme dans ces statistiques. Bien. Quand on fait la logique des quotas et de la parité, on est dans le déni de la différence des sexes. Hein. La députée socialiste mercredi, elle disait, si on éliminait les stéréotypes, on aurait 50-50 à l'Assemblée. Ça veut dire qu'on suppose que hommes et femmes sont exactement pareils dans leur goût et leurs compétences et qu'on peut retrouver 50-50 partout. Bizarrement, on ne réclame jamais 50-50 en psychologie, où il y a 5% d'hommes et 84% de femmes. Donc ça prouve bien qu'on n'est pas du tout dans une recherche d'égalité, mais dans une envie, autre caractéristique du pervers. Moi, j'envie ce qu'a l'autre et je veux absolument avoir, évidemment, ce qu'il a d'envieux, le pouvoir, s'occuper des gens et faire de la psychologie, ça ne fait pas envie à ceux qui courent après le pouvoir. Et puis il y a une dernière idée, les hommes oppriment les femmes par le sexe, par l'hétérosexualité, c'est la peur du viol idée défendue par McKinnon et Dworkin, et tout ça va déboucher sur quoi? Va déboucher sur l'idée qui est implantée maintenant, que les hommes sont méchants et oppriment les femmes, ce qui va donner lieu, les premières conclusions des féministes radicales lesbiennes, comme Marie Daly, ça va être de dire il faut éliminer les hommes de la surface de la Terre, et comme on est gentil, on ne va pas le faire en les tuant, même si certaines, comme Valérie Solanas, le voulaient, on va simplement contrôler les naissances, et en 2 ou 3 générations, il n'en restera plus que 5%, on va les garder, ça peut toujours servir. Voilà. Alors, donc, ce qui se passe, c'est que toutes ces explications ne vont pas marcher. En particulier, si vous regardez sur le site de HCI, Homme Culture Identité, vous verrez qu'il y a une étude d'un statisticien français. Il y en a plein d'études qui montrent que les inégalités salariales ne sont pas du tout ce qu'on dit. Mais il y a un statisticien français qui s'appelle Cyril Godonou, et qui a dit, par exemple, si on prend les femmes et les hommes auto-employés, les femmes gagnent moins. Et pourtant, personne ne les oblige. Hein. Il n'y a pas de système comme le soi-disant mythe du plafond de peur, etc. C'est simplement qu'elles font des choix différents. Et comme elles font des choix différents, ça ne donne pas les mêmes résultats. Alors, comme tout ça ne marche pas, il y a, dans les années 90, en même temps que Butler va écrire, il y a une solution miracle qui va apparaître, c'est la notion de socialisation. Parce que, par exemple, par rapport aux femmes et aux hommes auto-employés, l'idée, ça va être ah oui, mais il y a un conditionnement social qui s'est mis en place quand elles étaient petites pour qu'elles se dévalorisent par rapport aux hommes. Et donc, vous allez avoir une dame, je vais très vite, après je pourrais donner les références si vous voulez trouver les détails, une dame qui s'appelle Gilligan, une psychologue aux États-Unis, qui va faire des études sur le malaise d'abord des petites filles et puis des petits garçons à l'école. On sait qu'aux États-Unis comme en France, les garçons c'est la catastrophe à l'école, mais c'est dénié par ses militantes, y compris par la députée PS qui était là mercredi. Et elle va dire, c'est parce qu'on les socialise mal. Et en particulier, elle va reprendre une idée du psychologue Stoller, du psychanalyste Stoller, qui était un des pionniers du genre dans les années 60. Mais elle va tordre à l'envers, toujours la perversité, elle va tordre à l'envers l'idée de Stoller. Stoller avait remarqué, quand il étudiait les transsexuels, les travestis, etc., y compris les hermaphrodites, il disait que pour qu'un petit garçon construise sa masculinité, il faut qu'il puisse se désidentifier de sa mère. Parce que comme petite fille et petit garçon étant plus proches de la mère en général au début de leur vie, ils sont tous les deux identifiés à un corps féminin. Alors pour la petite fille, c'est pas un problème, puisqu'elle a un corps du même sexe que sa mère, mais comme le petit garçon, il a une différenciation à faire, il a un boulot à faire, en quoi il peut être aidé par le père, et il remarque que chez les travestis ou les transsexuels, ce boulot ne se fait pas, pour différentes raisons très techniques que je ne vais pas détailler ici parce que j'ai pas le temps. Mais en tout cas, il y a ce boulot à faire. Ce que vont dire les collaboratrices de Gilligan dans les années 90, c'est nous, on va empêcher ça. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire l'hypothèse que c'est là que s'introduit l'oppression des femmes par les hommes. Ils vont dire, oui, mais quand le petit garçon va s'éloigner de sa mère, quand il va s'arracher de sa mère, nécessairement pour faire ça, il va devoir étouffer ses sentiments tendres, notamment vis-à-vis de sa mère, et développer une hostilité vis-à-vis des femmes, et c'est là que tout se joue. Par conséquent, conclusion qu'on trouve sur les sites qui sont honnêtes américains aujourd'hui du genre, il faut empêcher les petits garçons de construire une identité masculine, si l'on veut empêcher l'oppression des femmes. Donc c'est le projet de la destruction, de la déconstruction de la socialisation classique des garçons et des filles, c'est d'empêcher les garçons de construire une identité de garçon. D'où l'idée actuelle, vous voyez pour le Pays basque espagnol, je donnerai plus de détails à la fin, d'empêcher les garçons de jouer au foot, de les empêcher de courir dans la cour de récréation, de supprimer les cours de récréation, etc. C'est ça l'idée. Donc vous voyez, ce qui est terrible, c'est que ils vont finalement, et ça bon, ce que je vais dire peut paraître choquant, mais en réalité si on suit la logique depuis Stoller, un des pionniers du genre, le mouvement du genre tel qu'il est aujourd'hui, il va chercher à imposer à l'ensemble de l'humanité une pathologie mentale. Voilà. Celle qu'a décrite Stoller au début quand il faisait ses recherches.
Et on pourrait détailler, on va voir dans l'éducation, cette pathologie, elle va avoir deux dimensions. Une dimension cognitive, c'est-à-dire qu'on va apprendre le déni de la différence des sexes, ce mécanisme un peu pervers, on va l'apprendre à tout le monde, mais en plus, on va détruire les gens, plutôt on va leur empêcher de se construire. Finalement, l'école, si elle fait ça, elle va faire le contraire de sa mission, toujours la perversité, le renversement à l'envers, elle va empêcher les gens de se construire et les déséduquer, les désinformer. C'est dire le côté un peu monstrueux de ce qui se passe. Alors, pour terminer, trois points. D'abord, le côté diffus de cette idéologie. On a vu qu'elle est implantée, cette idéologie, depuis des décennies, via par exemple l'idée des quotas et de la parité. Un exemple, si vous voulez, pour ceux qui lisent l'anglais, si vous voulez un livre sur ce qui nous attend, vous pouvez lire un livre de Christina Hoff Sommers aux États-Unis qui s'appelle The War Against Boys, la guerre contre les garçons. Les États-Unis n'ont jamais adopté officiellement, comme en France, dans un programme, à ma connaissance, le mouvement du genre. Cependant, l'idéologie est tellement diffuse dans la société que c'est comme si. Et aujourd'hui, par exemple, pour vous dire, la mauvaise presse qu'a toute construction de virilité chez les petits garçons aux États-Unis, par exemple, vous faites mine de faire vous êtes envoyé de l'école, vous êtes un petit garçon. C'est ça, il y a plusieurs. Et elle a écrit un article il n'y a pas très longtemps, en août 2013, où elle dit ça. Donc, c'est vous dire que le boulot est lourd devant nous, et même si on arrive à arrêter le mouvement du genre, il y a bien un gros boulot de déconstruction à faire, et il y a bien un gros boulot contre les stéréotypes, mais c'est pas les mêmes. La déconstruction à faire, c'est l'idéologie du genre qui doit être déconstruite, et les stéréotypes stigmatisant les hommes comme des méchants, ça doit être déconstruit absolument. C'est contre ce stéréotype-là, il faut aller, ça c'est clair. Deuxièmement, alors j'ai déjà dit sur les généralités sur l'école, on va faire de la déséducation et on va empêcher les gens de se construire, c'est-à-dire qu'on va faire exactement le contraire de ce qui est censé faire l'école, c'est assez terrible. Alors comment ça se passe? C'est difficile d'avoir des infos, et de ce point de vue-là d'ailleurs, si je finis mon mouvement sur la déséducation, c'est pas un changement de civilisation, c'est une destruction de la civilisation. Absolument. C'est aller vers la barbarie. Et d'ailleurs, on le voit très bien dans le mouvement, parce que qu'est-ce qu'on vous dit? Je vous disais tout à l'heure, on va vous empêcher de penser. Et qu'est-ce qu'on vous propose comme bonbon pour vous séduire? La sexualité. Vous allez pouvoir jouir sans entrave, faire tous les jeux que vous voulez. Moi, j'ai rien contre la sexualité, c'est pas le côté perversion, ça ne me dérange pas forcément tant qu'on n'impose rien aux autres. Mais attention à ne pas tomber dans le piège. On va vous dire, jouissez et ne pensez pas, surtout. Donc ce n'est pas un changement de civilisation, c'est un aller direct vers la barbarie et l'animalité, comme on le voit avec l'expression de Butler, le mâle hétérosexuel blanc. Nous sommes des animaux, rien de plus, cette perspective. Le sous-titre du livre de Butler, c'est Féminisme et subversion de l'identité. Subversion de l'identité, c'est destruction de l'identité. L'identité n'existe pas, la personne n'existe pas. Donc on est des petites crottes manipulées par le pouvoir, et ça c'est génial aussi pour tous ceux qui veulent nous diriger. Je crois que c'est une des grandes raisons du succès de la théorie du genre. Alors les formes après peuvent être plus ou moins pernicieuses ou subtiles. Un des vidéastes qui m'ont filmé récemment m'expliquait qu'en Norvège, on lui a parlé d'une école où les petits garçons jouent avec des jouets neutres, mais les petites filles, elles, jouent avec des camions pour qu'on augmente leur compétitivité. Mais en tout cas, ce qui va se passer, ce qui commence à se voir pour ceux qui étudient les interactions prof-enseignants, et notamment aux États-Unis, c'est qu'on interdit vraiment aux garçons toute tentation ou toute tentative de s'affirmer alors qu'on pousse les filles. Donc il y a bien le prolongement de la logique misandre. Misandre, c'est le pendant misogyne, des dernières années, où il faut absolument abaisser, écraser les garçons et les hommes pour valoriser les femmes et pour avoir au milieu une sorte d'androgyne qui sera paumé puisqu'il ne saura plus où il est, s'il est homme ou femme, si on pousse les enfants à s'habiller suivant l'autre sexe et puis avec des films et tout, on relativise les différences sexuelles. Il y a un film qui a gagné toutes les récompenses il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous l'avez vu, un excellent film, très drôle. 5 on me dit. Ce film est très drôle, mais en même temps, il est prémonitoire, parce que si vous voyez qu'il en faut peu pour troubler un petit garçon sur son identité, et le temps qu'il passe sur les divans des psys, et puis il a de la chance, il est dans un milieu riche, mais ceux qui ne sont pas riches, comment ils vont faire? Eh bien, ils vont passer leur vie à être paumés, et c'est à ce moment-là qu'ils seront très faciles à manipuler, on peut comprendre que ça intéresse le pouvoir politique. Voilà. Donc, écoutez, je vais peut-être m'arrêter là, parce que je suis arrivé au bout de ma demi-heure, et puis je serai évidemment à disposition pour répondre à toutes les questions.